Et bonsoir à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous du Petit Pilier. Toute l'actualité de l'Ovalie en Nouvelle-Aquitaine débriefée pendant 20 minutes avec nos deux invités. Ce soir, Guy Akoseberi, ancien demi-mêlée du 15 de France, entre autres, ancien joueur de Tyros, de Bègle, etc., de bien d'autres choses. Nicolas Paolorsi est avec nous également, journaliste à RMC Sport. Merci d'être avec nous tous les deux ce soir. Quatre mêlées, 4 grands thèmes. On va parler de La Rochelle. La Rochelle, quasiment éliminée de la Coupe d'Europe après sa deuxième défaite ce week-end. En Angleterre, nous évoquerons également le top 14 avec le week-end prochain, les 2 matchs importants face aux équipes de la capitale qui attendent Bordeaux-Bègles et Brive. Nous évoquerons la Pro D2 avec le BO, peut-être manger à la sauce catalane, on verra. BO qui se déplace à Perpignan dans 8 jours. Et l'équipe de France avec Raphaël Ibanez, avec une petite question un peu légèrement provocatrice. À quoi sert Raphaël Ibanez en équipe de France? On en parlera en fin d'émission. D'abord, La Rochelle, avec ce titre, la Salle Europe. Jeu de mots, hein, pas se croiser, la Sail Europe pour La Rochelle. Deuxième match, deuxième défaite. On parlera des faits de jeu après. Guy Akoseberi, d'abord, La Rochelle quasiment éliminée de cette Coupe d'Europe ou pas? Oui, c'est une compétition qui ne mérite pas, ou dans laquelle on ne peut pas se permettre de perdre à la maison. Donc ils ont commencé par une première défaite chez eux. Donc ça Etc. Je crois qu'il y avait voilà, etc. Ils ont une poule assez compliquée, donc ça va être compliqué pour la qualif. Et puis je pense qu'ils ont peut-être plus d'ambition au niveau du top 14, l'envie de se qualifier, de faire partie du top 6. Donc c'est sûrement une compétition qu'ils ne vont pas dire laisser tomber, parce qu'on ne peut pas laisser tomber l'Europe, mais qu'ils vont jouer avec un peu moins d'allant et de motivation que ce qui avait peut-être prévu au début. Alors malgré tout, ils prennent 10 points, 25-15, ils perdent en Angleterre, mais ils prennent un carton rouge en première période, ils prennent 4 cartons jaunes, ils jouent à 13 contre 15, on va dire 40 minutes, je crois. Ils arrivent à tenir, ils sont dans les clous et le match se décante pour les Anglais à 20 minutes de la fin. Donc pour eux qui sont quand même dans une dynamique assez compliquée. Oui, non, ça change rien, mais je veux dire, ça change rien. C'est pas le La Rochelle d'il y a 2 ans qui était un rouleau compresseur. Ils sont un petit peu dans le dur, donc je veux dire, c'est un match sur lequel peut-être ils peuvent construire des choses pour après s'en sortir en top 14, comme disait Guy. Pour le coup, ils n'ont pas explosé comme à la maison face à Exeter, où là vraiment ils avaient perdu pied. Ils ont inscrit un essai quasiment à la fin, parce qu'ils ont été menés quasiment tout le match. Il en parlait, Nicolas, de l'expulsion, du pétage de plomb, hein, on va appeler ça comme ça, de Pierre Bougari. Qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Une fourchette à l'ancienne, une fourchette de votre époque, Guy Akoseberi, à l'époque où vous étiez demi-mêlée de l'équipe de France, entre autres, ces vilains gestes qu'on voyait sur les terrains de rugby. Qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Non, mais surtout que Pierre est un jeune joueur, donc je pensais qu'il ne connaissait pas la fourchette. Quoi. Donc pour nous ressortir le fameux service, non, c'est ouais, je sais pas. Ouais. Puis c'est vraiment un geste qui est puni de manière. Avec une sanction importante, quoi. Et donc c'est pas un geste permis. Et un peu la même question que l'on s'était posée pendant la Coupe du Monde avec Sébastien Vahamina, quoi. C'est un joueur qui pète un plomb. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête à ce moment-là? C'est l'enjeu, c'est l'énervement, c'est le fait que ça ne tourne pas comme on veut. Qu'est-ce qui se passe dans la tête pour arriver à ça? Il le sait, il est pro, je veux dire, on ne va pas l'accabler, c'est pas l'idée, puis tout ça, on n'est pas là pour ça, mais ce pétage de plomb en plein match, juste avant la mi-temps, il reste encore du temps derrière quand même. C'est quoi? C'est tout ça mélangé? Bon, ça part un petit peu, c'est une sorte de début de bagarre générale, donc ça se fait comme ça, il y a une échauffourée, et là, il craque complètement, mais ouais, c'est compliqué à expliquer, et c'est un peu impardonnable, surtout que maintenant, les joueurs, ils savent que tout est filmé, décortiqué. Il y a la jurisprudence Julien Dupuis qui avait pris très cher pour ce genre de geste il y a quoi, 3-4 ans, quelque chose comme ça. Et sur une action en plus où Julien, il fallait aller décortiquer l'image pour voir... Exactement. Donc, et celle-là, elle est visible. Donc, à mon avis, il va prendre cher. La suspension, oui, il risque d'être très lourde. Alors, le barème, c'est jusqu'à 4 ans. On n'imagine pas qu'ils prennent 4 ans quand même de suspension pour ça. On ne sait jamais. C'est les règlements européens. Ils sont intransigeants quand même à ce niveau-là. Sur quoi on part? Sur un an de suspension à peu près? Saison finie peut-être déjà? On ne peut pas dire. Franchement, c'est difficile compliqué. Saison finie, il y a de fortes chances. Ouais. Et c'est dommageable pour un tel joueur parce qu'il est jeune. Je pense qu'à son poste, même s'il y a d'autres très bons jeunes joueurs à son poste, c'est vraiment un joueur pour moi qui a le potentiel de pouvoir aller en équipe de France. Donc s'il doit rester 6, 8, 10 mois, voire un an sans jouer, ça va être compliqué. Ouais. Dommageable aussi peut-être pour l'équipe de France. Hein, et pour la il a eu une sélection il revenait pour la bien. Rochelle, dommageable. D'abord son club, mais peut-être aussi pour il revenait bien, il avait une période très compliquée, où notamment il est talonneur, donc sur la phase du lancer, beaucoup de pertes de balles au niveau du lancer, mais dans le jeu, c'est un talonneur très dynamique, très moderne. Là, il revenait bien, et c'est vrai que ça va couper son élan terriblement. La Rochelle, tout pour le top 14? Pour le top 14 oui, je pense. Et puis, comme je dis au début, je ne pense pas qu'ils aient... Pour pouvoir jouer les 2 compétitions, il faut vraiment avoir un effectif pléthorique, on va dire. Et La Rochelle n'a pas cet effectif cette année. Donc se concentrer sur l'objectif sera la meilleure solution, je pense, pour eux. Ouais, c'est un club qui a un renouveau au niveau du staff technique. L'arrivée d'Ogara a changé beaucoup de choses, on l'avait dit. John O'Gibbs, déjà, qui arrive en novembre et tout ça. On sent que c'est un groupe aussi qui est en fin de cycle. Il y a des leaders comme Pierre Aguillon, Jérémy Saint-Zel. Voilà, ça fait 3-4 ans. Ils ont participé vraiment à l'explosion de cette équipe-là.
Voilà, on sent que c'est une équipe qui est en fin de cycle, comme dans tous les sports, dans toutes les équipes de rugby. Au bout d'un moment, il faut renouveler un petit peu cet effectif et je pense que c'est ce qu'ils vont faire cet été. Et la transition est toute trouvée pour parler top 14. Jolie presse croisée. Merci Nicolas pour parler top 14. C'est une chistera. C'est une chistera, pardon. Monsieur est connaisseur, Gabriel Sévéry. Les chisteras, c'est un peu plus technique quand même. En Corse, on ne fait pas chistera, si non, on fait pas. Nous, c'est plus la fourchette pour le coup. Le top 14 avec ces 2 matchs capitaux, c'est le cas de dire, pour nos équipes de la région. L'UBB Bordeaux-Bègles qui d'abord va se déplacer au Racing. On parlera après de cette finale quasiment pour le maintien entre Brive et le Stade français. On ne peut pas parler de tests pour Bordeaux-Bègles. Encore au Racing, tous les week-ends on parle de tests. Alors, le Racing est très très bien revenu. On l'a vu en Coupe d'Europe. Ça sera un gros match pour l'UBB, mais ce n'est pas un test, si. Oh non. Enfin, pour moi, c'est vraiment un match sur lequel l'UBB doit aller sans complexe, avec ses qualités. Parce que je pense que les qualités de l'UBB sur la pelouse et dans la salle du Racing peut être un endroit où ils vont pouvoir s'exprimer. Je pense à des joueurs comme Jalibert, Adradra qui peuvent être exceptionnels sur cette pelouse. Donc voilà, il faut y aller sans complexe pour jouer face au Racing qui, autant ça marche bien en Coupe d'Europe pour le Racing, autant en top 14, il y a du retard. Donc eux ne peuvent pas se permettre... Mais pas les internationaux peut-être aussi, c'était pas la même équipe. Ils ont du retard, et surtout sur nous. Donc ils ne peuvent pas se permettre de perdre contre nous. Ça les mettrait vraiment en situation compliquée. Donc là, un match sans complexe pour les joueurs de l'UBB. Au contraire, y aller sans pression, avec de l'ambition, faire du jeu, et puis pourquoi pas faire déjouer et faire péter le verrou parisien. Ouais. Il y a tout à gagner sur ce match, rien à perdre. Attention au Racing qui a fait quand même un exploit monumental, à aller faire match nul sur la pelouse du Munster. Quand même, j'ai plus les stats en tête, mais c'est exceptionnel. Ils vont pas faire tourner le Racing peut-être un peu là. Après 2 gros matchs de Coupe d'Europe où ils ont mis les goals. Il disait, ils sont en retard en championnat. C'est un club qui joue les deux tableaux, donc là ils peuvent pas se le permettre. Mais attention, l'UBB a un effectif cette année colossal aussi. Il faut le dire. Il y a quand même 40 joueurs de très haut niveau et 35-40 joueurs. On a vu que des joueurs qui rentraient comme Radradra, Ravaille, les mondialistes, veulent vraiment se mettre au niveau parce qu'ils rentrent dans une équipe qui gagne. Donc eux savent qu'ils doivent être tout de suite performants pour pouvoir jouer dans ce groupe-là. L'UBB aussi, c'est du très très lourd. Franchement, ce match, il peut être surprenant, je pense. Ouais, spectaculaire, surprenant. Il peut se passer beaucoup de choses. C'est l'affiche du week-end pour moi. Ouais. Avec une victoire du l'UBB, un petit pari ou quoi? J'y mettrai un petit billet. Bonus défensif, moi. Racing Union Bordeaux-Bègles dans le haut de tableau de ce top 14, dans le bas, on le disait, il y a un match très très important pour le maintien déjà, on est fin novembre. Brive, Stade français. Avantage clairement aux Corésiens, chez eux, quasi intouchables depuis déjà de longs mois. Stade français un peu à la dérive, même s'ils ont gagné en Coupe d'Europe en Italie ce week-end. Avantage clair et net pour Brive. Est-ce que dimanche, ça peut quasiment être fini dans cette lutte pour le maintien ou pas? Non, le championnat est long encore. C'est sûr que si Brive gagne ce match-là, eux, on va dire, ils prendront une avance confortable. Par contre, c'est surtout pour le Stade français. Si le Stade français perd ce match-là, eux se mettent dans une situation très très délicate. Après, le championnat est long. Le gros budget, je crois, les top 14. Ouais, exactement. C'est ça qui est... L'énorme accident industriel, quand même. Et puis en plus, là, ils ont changé de staff. Ils sont repassés avec des anciens. De l'autogestion. De l'autogestion. Julien Arlas et Sampéré, 2 joueurs historiques du Stade français qui ont pris les commandes. Donc là, il faut qu'il y ait une nouvelle dynamique qui soit insufflée rapidement parce que sinon, ils risquent de s'écrouler. Mais je suis d'accord avec Guy, le championnat est très long et le Stade français au complet, ça reste une machine de guerre. Donc ils sont capables de faire une phase retour exceptionnelle aussi. J'enterrerai pas le Stade français s'ils perdent ce week-end à Brive. Par contre, Brive à la maison, sur leur pelouse hybride, là, ce qu'ils proposent depuis le début de saison, c'est assez impressionnant. Donc, clairement, avantage à Brive. Comment on explique cette force de Brive à domicile, à la maison? C'est-à-dire qu'ils ciblent vraiment les matchs à la maison. Oui. Ouais, et puis c'est une culture de plusieurs saisons. C'est un groupe aussi qui vit bien depuis plusieurs saisons, qui chaque année, on a 2 changements, on n'a pas un bouleversement. Dans le staff, on a vu Jean-Baptiste Péjoine, qui était une pièce importante de ce groupe, qui est passé de joueur à entraîneur. Donc voilà, c'est en famille, comme on dit. C'est un club qui a des valeurs familiales, en plus les vraies valeurs du rugby, et il joue là-dessus, et ça fonctionne. Le boulot de Jérémy Davidson, quand même, qui était entraîneur à l'UBB ici. Dans un rôle de manager général qui gère parfaitement. Et franchement, il fait un sacré boulot. Alors Agen jouera à Clermont ce week-end, Bayonne à Toulouse. On dit juste un mot avant de changer de thème et de finir ce thème top 14 pour Toulon. Clairement avantage section paloise ou pas? C'est au hameau, donc à la maison, match compliqué quand même. C'est trop dur d'analyser le top 14. Dire un mot de la section paloise qui effectue quand même aussi un championnat intéressant. Une belle saison par rapport à ce qu'ils nous ont montré la saison dernière. C'était compliqué pour eux aussi la saison dernière. Il y a eu le changement, le départ de Manix, une saison tumultueuse. Ils se maintiennent et voilà, en étant sur la deuxième partie, en passant complètement à côté. Et là, en peu de temps, ça me fait penser un peu au travail de Christophe Furios ici à l'UBB, qui en peu de temps a réussi à
à redonner de la qualité à l'UBB, bien sûr, avec des joueurs de plus grande qualité qu'à Pau. Mais ce que fait Godinho à Pau, c'est intéressant aussi, parce qu'en peu de temps, là, ils ont retrouvé un âme, ils ont retrouvé un système, et ça gagne. Ça gagne, donc ils sont bien. Vous le voyez en haut un peu, la section, Je pense que ça sera dur. Je ne vais pas vous dire ça tous les lundis, mais sur la durée. Non, mais ça va être compliqué sur la durée. J'ai l'impression qu'il y a déjà le championnat qui va commencer. Ouais, voilà, exactement. C'est pour ça, c'est ce que j'allais vous dire, c'est que là, ce Toulon-là, ce ne sera pas le Toulon du début de saison. D'ailleurs, Baptiste Serin a joué un petit peu en Coupe d'Europe avec le RCT. Je pense qu'il sera aligné ce week-end aussi. Voilà, c'est une armada, Toulon. Je pense que Boudjelal et Colazo savent qu'ils peuvent plus planter cette année. Donc, ça va être compliqué pour Pau ce week-end. Compliqué, mais bon, s'il tombe des trombes d'eau comme il tombe depuis un mois, voir s'il neige sur le hameau. C'est pas prévu, je crois, ils annoncent de la douceur ce week-end pour le top 14, notamment à Pau. Un mot quand même de Pro D2. Alors, il n'y a pas de match qui arrive ce week-end, il y a une journée de relâche. Biarritz qui jouera à Perpignan le 5 décembre. Biarritz vainqueur encore ce week-end pour la deuxième fois consécutive à la maison. Biarritz 5e de Pro D2. C'est un petit peu quoi. C'est conforme à ce qu'on attendait du BO, c'est un petit peu moins. Je pense que le BO a les capacités de vouloir rentrer dans les 6 premiers. Je sais que c'est dur pour vous, Hollandais, de parler des Basques. Non, mais oui, enfin, c'était l'objectif du début de saison. Mis à part Oyonnax, Grenoble, Perpignan qui semblent un ton au-dessus. Après, Biarritz a les qualités, les moyens de rentrer en 4e, 5e ou 6e place. Mais là aussi, c'est très homogène. Il y a beaucoup d'équipes. Et pour l'instant, ils sont sur une bonne dynamique. Alors après, ça gagne, mais ça gagne juste aussi. Ouais, ça gagne à la maison, 7 points là, ce week-end. Voilà. Je crois que c'était 9-5 contre Rouen. Il y a 10 jours, en promu, il n'y a pas beaucoup de marge. Il y aurait 20 points à chaque match, 20 ou 30, on dirait le BO cette année. Mais bon, à chaque fois, là, c'est serré. Donc. Il n'y a pas de sensation mais c'est de solide à la maison. Non, mais c'est solide à la maison. C'est ce qu'il faut en Pro D2. Ça perd à l'extérieur. Oui, alors, mais je pense que la Pro D2 ressemble de plus en plus au top 14 quand même. Et maintenant, les équipes qui arrivent vraiment à tirer leur épingle du jeu, c'est l'équipe qui va aller chercher le petit coup à l'extérieur, qui va faire la différence à l'extérieur. Ça, Biarritz, va falloir qu'il le fasse. Donc, c'est pas gagné, mais pour l'instant, c'est un parcours très cohérent. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus. C'est solide. Avec Mathieu Clarkin. Oui, Mathieu. Aux affaires, ancien de Bordeaux-Aigle. Content pour lui que ça se passe bien à Biarritz. Bon, la Pro D2, on en parlera plus longuement lundi prochain, bien évidemment, avant cette journée qui se déroulera les 5 et 6 décembre. On va terminer ce petit pilier ce soir par l'équipe de France et notamment parler de Raphaël Ibanez, nouveau manager de l'équipe de France. On va rester sérieux. Concrètement, à quoi va servir Raphaël Ibanez? Alors, c'est un peu provocateur, je sais bien, il n'est pas entraîneur, c'est Fabien Galtier. Mais concrètement, quelle va être sa mission? Guy Acossé-Berry, vous qui avez été international, qui avez connu des managers. Exactement, j'allais en parler. Il y avait tout ça. J'allais en parler. À quoi il sert le manager par rapport au staff, par rapport au terrain? Jo Mazo, Guy Laporte, Francis Agette, en fonction des tournées, des fois ça changeait, un coup c'était l'un, un coup c'était l'autre. Enfin, moi, jusqu'à présent, je n'ai jamais vu à quoi servait un manager. Enfin, même les managers de mon époque n'avaient pas un rôle. Donc ça ne sert à rien. Ouais, bon, à l'époque, ils ne servaient pas à grand-chose. Et comme on disait, ils étaient chefs de délégation. C'est eux qui organisaient le déplacement, le truc. Mais après, sportivement, ils n'intervenaient pas ou très peu. Ils discutaient un peu avec l'entraîneur, mais très peu d'intervention. Clairement, ce n'est pas leur domaine de compétence, le terrain en tout cas. Non, mais ça pourrait. C'est le coach. Il pourrait, bien sûr que c'est le coach, c'est le staff, mais il pourrait au moins avoir une discussion avec le manager. Peut-être qu'elle avait lieu à l'époque, mais je n'en suis pas persuadé. Là, dans le cas de Raphaël, Raphaël a été capitaine, entraîneur à l'UBB, donc il a de l'expérience côté terrain. Donc j'espère et je pense qu'il aura quand même des échanges avec Fabien, puisqu'ils s'entendent bien. S'il se retrouve à ce poste, c'est aussi parce qu'avec Fabien, il y a une affinité. Mais après, surtout, moi, je pense que son premier rôle sera surtout la com. La com, la relation, les relations presse, les relations peut-être aussi entre les joueurs et le staff. Enfin voilà. Avec les clubs peut-être. Oui, avec les clubs. Avec les clubs, moi c'est ce que je me dis. Alors ça va être beaucoup le travail de Galtier, mais on sait que ce staff-là veut faire des listes élargies de une quarantaine de joueurs. Galtier veut 42 joueurs, voilà, 31. Ce qui n'est pas dans la convention avec la Ligue et donc avec les clubs. Et donc ça va falloir bosser, il va falloir faire beaucoup de relationnel. Peut-être que là, Raphaël Ibanez avec son vécu, son passé. Il y avait des réunions ce lundi d'ailleurs entre fédération et Ligue pour parler de ça notamment. Ça va peut-être être son boulot et laisser vraiment la partie sportive à Fabien et à ses adjoints. Ça peut marcher le ticket Galtier-Ibanez? On connaît le caractère bien présent de Fabien Galtier. Raphaël Ibanez a le sien aussi. C'est un peu quoi l'eau, le feu, la glace et le feu. Ça peut marcher. Ils ont travaillé ensemble pour France Télévisions, puisqu'ils étaient les deux sur le terrain là, pour les matchs du tournoi, donc ils se connaissent très bien. Ouais, mais là, c'est sur l'équipe de France. Donc, oui, mais là, je pense qu'ils sont très complémentaires. Ouais. Fabien, lui, est énormément basé sur le sportif. C'est un pur technicien. Pur technicien. Et je pense que Raphaël peut être son pendant dans la communication, dans l'échange, ce qui n'est pas par moment le point fort de Fabien. Donc, non, je pense qu'il peut y avoir un bon équilibre entre les deux. J'espère surtout que ça fonctionnera. Oui. Vous parliez tout à l'heure, Nicolas, de relations avec les clubs, les entraîneurs notamment du top 14. Du côté Clermont, on avait l'air de se satisfaire des premiers échanges de ces derniers jours entre Fabien Galtier et les coachs. Il y a tout à faire là pour que
Il y a pour beaucoup, que ça marche il y a beaucoup à bien. faire. Parce qu'il y a les intérêts des clubs, on le sait en France. Il y a Laurent les clubs, Marty il y a l'a l'équipe de dit France. aussi. Il y a deux mondes parallèles. Hein. Alors après, la Fédé mise sur le fait que la Coupe du Monde soit organisée en France en 2023 et que dans l'intérêt des clubs et du rugby, les clubs pro seraient plus à même de lâcher leurs joueurs. Moi, j'en suis pas persuadé. Hein. Quand vous investissez de l'argent sur Radradra, sur des grandes stars ou des grandes stars françaises, les laisser partir en sélection à chaque fois et handicaper votre club, ça va être compliqué. Donc, va falloir trouver des solutions au niveau financier, des compensations financières entre clubs, fédés. Va falloir qu'ils se mettent d'accord. Moi, je pense que c'est jouable. Dans l'intérêt de tout le monde, il faudrait qu'ils se mettent d'accord. Et justement, je pense que sur ça, Fabien Galtier peut être très convaincant avec Raphaël Ibanez. C'est jamais arrivé globalement de s'entendre dans le rugby français. Non, c'est très compliqué. Bon, Mais là, c'est vrai que, comme disait Nicolas, c'est 2023, c'est en France. Donc, l'idée serait de se mettre autour de la table et de dire 2023, on est champion du monde. Si on est champion du monde, tout le rugby français va récupérer les retours d'un tel titre. Donc, il faut se mettre d'accord. Mais le nerf de la guerre, ça restera l'argent. Mais qui peut siffler la fin de la récré au milieu dans ce débat Fédé, Ligue? Il n'y a pas d'autorité supérieure entre les deux. L'argent, Guy a raison. Qui peut dire, on va fonctionner comme ça pour préserver les clubs qui paient les joueurs, mais il y a aussi l'intérêt supérieur du rugby français. Qui va trancher? C'est pas Bernard Laporte, il peut pas, il est jugé parti. Qui va Le trancher? ministère, après. Un ministre des Sports qui... L'objectif, c'est clairement de gagner la Coupe du Monde 2023. Ah bah oui, Serge Chimon a dit 2023 et 2027. Donc on peut pas. Les deux. Gagner les deux. Ah oui, J'aime pas C'est un coéquipier de Guy. vous n'êtes pas optimiste. Non, je sais pas, on peut. 2023 en France, ça serait bien déjà. Vous êtes moqueur. Ça doit du tout. Ça serait bien, Déjà gagner celle de 2023, ce serait déjà très très bien. Donc après, 2027, on a le temps de voir. Quand on passe à un souhait de Fabien Galtier de liste élargie, on disait tout à l'heure 31 joueurs avant, Bien sûr qu'il a raison. 42, ça commence à faire. Les clubs ils vont tirer l'oreille. Ça fait quoi 11 de plus? Ça fait un par club. Ah, ça fait une équipe de foot en plus. Moins de un mais par 11. club sur le top Ils vont 14. pas tirer l'oreille. Non, mais dans la prépa, c'est indispensable maintenant. Bien En sûr. rugby moderne, quand vous préparez un tournoi destination, vous êtes obligé d'avoir, pour créer un système de jeu, quand on voit maintenant l'intensité de jeu, le temps de jeu effectif au niveau du rugby international, si vous ne préparez pas à jouer ensemble et à bosser un vrai système de jeu, Et il faut deux équipes compétitives. Voilà. Mais si vous êtes président de club, vous dites quoi? D'accord, allez-y, on prend nos meilleurs joueurs pour la sélection. Non, mais et moi, après, j'ai une c'est équipe un peu moins forte. non, mais petit comme a dit billet, Nicolas, un petit c'est billet. un Voilà. billet, c'est que le financier. C'est que le financier. Si les clubs s'y retrouvent financièrement parce que Toulouse, je dis n'importe quoi, donne 8 joueurs à l'équipe de France, mais que derrière, elle a un retour sur investissement, parce que c'est l'investissement. Je pense que ça se passera bien. Hein. Mais il faut oser, il faut que la Fédé en aussi. Est-ce que la Fédé a l'argent aussi à mettre? Ça, c'est un autre problème. Hein. Parce que les comptes fédéraux aussi doivent être vus bientôt. Donc voilà, c'est Un enjeu électoral. on verra vite. enjeu Les électoral. premières listes arrivent rapidement. Ouais, justement, première liste avec a priori nouvelle génération en équipe de France. bien sûr. J'espère. Alors est-ce que c'est l'objectif 2023 ou est-ce que c'est à la française l'objectif 2023, mais d'abord le tournoi, puis le tournoi d'après, puis le tournoi d'après, puis et la Coupe du Monde? Ça, il faut arrêter. Est-ce qu'on est capable, français, d'être On fait comme mature ça et depuis intelligent 20 ans. et de prévoir sur 4 ans? Mais non, Oui ou non là, il faut. Mais j'espère. J'espère que ce sera le discours de Fabien. Enfin, on l'a vu déjà dans la composition du groupe qui est parti au Japon, avec l'éviction de Bastaro, la mise de, comment dire, Ça a commencé. Voilà, mis sur le bas de Picamol. Donc, on a vu que Fabien a quand même voulu amener beaucoup de jeunes joueurs qui seront là présents en 2023. Donc, il va continuer avec ces joueurs-là. Il va en intégrer d'autres. Et c'est vrai qu'il faudra peut-être faire l'impasse ou prévenir les spectateurs et les partenaires que les deux premiers C'est pas tournois. possible en France. Si vous prenez Mais 42 si. points en Angleterre, Mais non, c'est mais pas non. possible. On Mais va dire, les Français, ils sont nuls. On les reçoit, les Anglais, déjà. On les Ouais, reçoit. à Paris, à Saint-Denis, on va prendre Mais 42 on points. On ne prendra pas quoi. 42 points, on ne prendra pas avec cette jeune On en génération. parlera si tu veux. Non, et puis il y a la génération des champions du monde moins de 20 ans qu'il faut intégrer aussi, qui commencent à jouer en top Quelques-uns, 14 parce que beaucoup, ceux-là, ils sont quelques-uns, jeunes. ils sont jeunes encore, c'est vrai, mais va falloir commencer à les intégrer. On pense bien évidemment à Mathieu Jalibert, Louis Carbonel, ce genre de joueurs, voilà, qui jouent beaucoup en top il y a 14 du et qui potentiel en eux, France, quand même. ont Il y a un des jeunes potentiel potentiels, et qu'il va très, falloir très tester important. au niveau international. Donc faut partir sur un autre cycle. Donc là le aussi. tournoi laboratoire. Oui, en fait, non, pas laboratoire, c'est se dire, je prends ces 42 joueurs, c'est sûr que ce ne seront pas ces 42-là qui seront en 2023. il y a des blessés, il y a toujours des blessés, il y aura des joueurs qui se révèlent, d'autres il y a qui vont tout se révéler, mais au moins avec ces 42-là, avoir un système de jeu en fond de jeu et le travailler. Alors, le problème, c'est qu'il faut plusieurs mois, des fois plusieurs années avant de le maîtriser. Donc, jouer les Anglais sur un premier match du tournoi cette année au Stade de France. Victoire française, je vous l'avais Non, mais dit, non, mais le victoire système de française. Regardez ce qu'ont fait les Anglais avec Eddie Jones. Ouais, Quand bien ils lancent sûr. Owen Farrell, tous ces gamins-là qui ont 20 ans, au début, ils gagnent pas tout, hein, c'est pas une Bien machine sûr. de guerre. Bien sûr, mais c'est pour ça qu'il faut être patient, il faudra prévenir, dire on ne gagnera peut-être pas les deux premiers tournois, mais on sera champion du monde en 2023. Eh bien, rendez-vous est pris, C'est le Gaco discours, Sébéry. c'est le discours. Hein, il nous reste quelques secondes pour vous remercier, messieurs, d'être venus débriefer l'actualité de l'Ovalie en Nouvelle-Aquitaine ce soir. Et on se retrouve la semaine prochaine, ici même, même endroit, même heure, pour parler rugby. À très vite.